Comment quelqu'un qui, à la base, n'était pas intéressé par les mangas a-t-il fait pour avoir autant de succès? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui a trop bien marché? Salut et bienvenue sur Pure Worlds. Sur cette chaîne, je parle des coulisses derrière la création des œuvres de culture populaire telles que les bandes dessinées, peu importe le format, que ce soit les comics, les BD franco-belges, les mangas ou les kemti, qui est un concept de bande dessinée africaine qui me tient beaucoup à cœur. J'en ai d'ailleurs parlé dans d'autres vidéos. Vous pouvez aller voir et me dire ce que vous en pensez. Si tu veux savoir de quel manga il s'agit, bah, c'est très simple, je vais te le dire. Il s'agit de Dragon Ball. Dragon Ball de Akira Toriyama. Cette œuvre avec des personnages emblématiques tels que Sangoku, Vegeta, Cell, Boo, Freezer, des personnages vraiment intéressants, une œuvre qui a marqué toute une époque et qui continue toujours par marquer le monde entier. Eh bien, l'auteur de ce manga, Akira Toriyama, n'est pas passionné par le manga. Bon, à la base, il n'était pas passionné par ça avant de commencer. Et je pense que jusqu'à présent, ce n'est toujours pas le cas. En développant, vous allez mieux comprendre de quoi je parle. Comme il le dit lui-même si bien, なんかは割ともういたずら書きでいっぱいでしたけど、ああ、だけど漫画をねすごく読んだり、その漫画を投稿したりっていう少年では全然ないんです。漫画っていうのは小学校ぐらいの時に読んだ記憶があるぐらいですごい昔の、そうなんですよ。だからもう間が全然抜けてるんですね。voilà, voilà. Donc les mangas, au fait, il avait lu ça quand il était petit et ça ne l'a pas trop intéressé. Mais le truc, c'est que le gars, il est bon en dessin. Le dessin, c'est son truc. Et avec le tempérament qu'il a, il a décidé de devenir le meilleur dedans. Il était plutôt pas mal, comme il le dit. Il ne se prenait pas du tout comme de la merde. Et surtout, il voulait vivre une vie sans trop se casser la tête. Il est bon dans quelque chose. Il fait ça, il gagne assez d'argent et il vit sa vie de la façon la plus simple possible. En gros, c'est ça sa philosophie. C'est comme ça que je l'ai compris. Et c'est pour ça que, au lieu de faire comme les autres Japonais, c'est-à-dire se lancer dans des grandes études pour devenir des banquiers, des gens super importants ou autre chose du genre, il a décidé de se concentrer sur son art et il a commencé par travailler dans une agence de publicité où il faisait des illustrations. Il était très bon, il rendait les choses à temps, mais le souci avec lui, c'était son comportement. Il n'aime pas trop être dans les règles, suivre la masse et tout ça. Il venait souvent en retard. Il avait du mal à supporter la hiérarchie et tout ça. Franchement, le travail en entreprise, c'était pas trop son truc. Il a donc démissionné après 2 ou 3 ans. Il était au chômage, il est retourné chez sa mère et il squattait là-bas. Il n'avait même plus d'argent. C'est sa mère qui lui donnait de l'argent de poche. Elle lui donnait même de l'argent pour qu'il puisse payer des clopes et aller en bar. Il avait du mal à trouver du travail et c'était pas évident pour lui. Et un jour, il découvre qu'il y a un concours de manga, un concours très intéressant où il y avait beaucoup d'argent à gagner. Et vu qu'il est plutôt bon en dessin, il s'est dit pourquoi pas, je vais me lancer voir. Il n'a pas pu participer à ce concours parce qu'il n'a pas pu rendre à temps. Mais par contre, en se renseignant un peu plus sur le milieu, comment est-ce que les mangas fonctionnent, il a découvert qu'il pouvait s'en sortir et gagner assez d'argent dans le manga. Donc il a commencé par le faire sérieusement. Il y a différentes revues, dont le Shonen Jump qu'il a choisi. Il envoyait ses différents one-shots. C'est des œuvres courtes, de petites œuvres de environ 15 à 30 pages. Donc, il faisait ce genre d'histoire qu'il envoyait. Il en a envoyé plusieurs et ça n'a pas donné grand-chose. Il est bon en dessin, mais en ce qui concerne les histoires, c'est pas du tout son truc. Ce qu'il faisait, c'était recopier des références. Il avait notamment dans une œuvre repris des personnages de Star Wars, mais ça n'a pas du tout été publié parce que il n'avait pas les droits, les magazines n'avaient pas les droits de publier les œuvres. Et ce qu'il faisait d'habitude dans ses œuvres, c'est qu'il copiait des choses qu'il avait l'habitude de regarder à la télé, les différentes références qu'il avait. Malgré que ces différentes tentatives n'ont pas donné grand-chose, il a quand même reçu un coup d'appel d'un éditeur qui s'appelle Torishima. Ils se sont bien trouvés, Toriyama, Torishima.
Il y a l'un, son nom signifie la montagne aux oiseaux, et il y a l'autre, son nom signifie l'île aux oiseaux. Donc Torishima a remarqué qu'il avait du talent, qu'il était plutôt bon en ce qui concerne le dessin, et que ses œuvres, certes, les histoires, c'était pas trop ça, mais il faisait des gags intéressantes, il y avait de l'humour, et il a appelé pour l'encourager, qui n'a qu'à continuer par envoyer des œuvres. Avec le temps, ça finira par payer. Et finalement, ça finit par donner quelque chose avec Dr. Slump. Dr. Slump, qui est une œuvre qui est très comique. Avec cette œuvre, il a finalement commencé par gagner de l'argent et par s'en sortir. Il a même été mis dans la liste des artistes les plus riches du Japon. C'était plutôt intéressant. Avec Dr. Slump, il s'en sortait plutôt bien. De là, je vais vous parler de la motivation. Donc, en gros, avec tout ce que j'ai dit, si on doit résumer, tout simplement, il n'était pas passionné par ça. Il faisait quelque chose qui est proche du dessin. Il est très bon en dessin, qu'il a appris, qu'il a perfectionné. Quand on voit déjà ses dessins, on voit que en matière d'anatomie, tu sens qu'il a appris en ce qui concerne l'anatomie humaine. Il a dû pratiquer. Les environnements aussi, c'est plutôt bien. Et avec son tempérament, vu qu'il veut être le meilleur, qu'il veut être le best, il a tout fait pour être excellent dans ce qu'il fait. Le manga en tant que format, ce n'est pas son truc, mais il a vu qu'il y avait quelque chose à y faire, il a vu qu'il y avait de l'argent à s'y faire. Et ça a été une motivation très intéressante pour qu'il puisse se lancer. Et en se lançant, il a persévéré et ça a fini par donner quelque chose. Après Dr. Slump, il a bien évidemment commencé une autre œuvre qui est Dragon Ball, qui a eu encore plus de succès. Le succès qu'il avait avec Dr. Slump était localisé au Japon, mais avec Dragon Ball, c'est devenu planétaire. Je vais revenir dessus un peu plus tard et vous allez comprendre pour quelle raison. Il aurait pu juste continuer avec Dr. Slump, mais pour quelle raison il a fait autre chose. Je vais parler de ça un peu plus tard. Avant de continuer, je vais vous parler de ma nouvelle œuvre, de mon nouveau produit. Il s'agit du monument de la Renaissance africaine. Ça coûtait assez avant, donc j'ai trouvé un moyen pour réduire les prix et avoir quelque chose avec une meilleure qualité. Si ça vous intéresse, si ce monument a une certaine symbolique, si l'Afrique vous tient à cœur et si vous voulez posséder quelque chose chez vous, une figurine avec une symbolique très intéressante. Il y a des gens qui ont des tours Eiffel. La tour Eiffel, c'est le symbole de la ville de Paris. Il y a la statue de la liberté qui est le symbole des États-Unis. Et il y a différentes choses, différents symboles. Donc pour moi, c'est très intéressant le fait qu'on ait ce genre de symbole là chez nous. C'est un moyen de se rappeler de nos racines et c'est un moyen de voir vers l'avenir parce que la symbolique de ce monument m'intéresse beaucoup plus. C'est le fait qu'il y a la notion de famille et la notion d'élever les autres tout en s'élevant soi-même. Je trouve ça vraiment intéressant comme idéologie. Donc, si ça vous intéresse, il y a les liens dans la description. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. C'est vraiment abordable. Et en plus, les frais de livraison sont gratuits pour ceux qui habitent en France. Pour ceux qui sont hors de France, les frais de livraison, c'est pas trop cher. Donc, passer commande, et c'est aussi un moyen de me soutenir dans ce que je fais. Après avoir parlé de la motivation, nous allons parler du marché. Le fait qu'il y ait un marché, l'existence d'un marché structuré. Tout récemment, je discutais avec un abonné qui m'avait écrit sur Instagram et qui me parlait de choses très intéressantes. Puisqu'il avait vu ma vidéo où je parlais des Kemti, le format de bande dessinée africaine, il a trouvé le concept intéressant et il disait que ce serait bien qu'on puisse établir les règles en ce qui concerne le dessin, à quoi devraient ressembler les personnages. Bon, bref, un peu comme dans le manga, on voit il y a certains codes. Quand on voit aussi les comics, on se rend compte qu'il y a des codes et tout ça. Donc, il demandait à ce qu'on puisse se réunir avec d'autres dessinateurs pour pouvoir établir les règles. Et c'est là que je l'expliquais quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de marché structuré. On ne va pas forcer des gens à faire quelque chose. Si on établit des règles et qu'on dit que le Kemti, ça va ressembler à ça,
Les personnages doivent être comme ça, les environnements comme ça. Il faudrait qu'il y ait de la couleur ou pas. Il faudrait qu'on utilise des trames ou pas. Bon, bref, si on établit des codes et tout ça, il y a des gens qui dessinent par passion, des gens qui rêvent de pouvoir gagner leur vie dans ce domaine. C'est bien, mais il n'y a pas de marché structuré. Même les marchés de la bande dessinée et du manga, ce n'est pas évident pour des artistes afro de pouvoir s'en sortir. En tout cas, je n'en connais pas vraiment qui s'en sortent dans ces domaines-là. Donc là, avec un nouveau format qui est le Kempty, où il n'y a pas vraiment de marché pour l'instant, ce serait pas évident d'établir des règles. D'où l'importance d'avoir un marché structuré. Le truc avec le manga, c'est que si Toriyama s'est lancé dedans à cette époque, c'est justement parce qu'il y avait un marché. Il y a des consommateurs réguliers, il y a une industrie, il y a de l'argent qui circule et tout ça. Donc là, c'est une motivation vraiment très intéressante. Donc j'espère qu'avec le Kempty, on pourra arriver à structurer les choses pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Mais c'est pas évident avec la mentalité francophone, ce n'est pas du tout évident. Parce que déjà, les francophones, ils voient les disciplines artistiques comme pas vraiment un travail, ils ne considèrent pas ça vraiment. Et quand ils demandent quelque chose d'artistique, généralement, ce qu'ils disent, c'est, je vais te donner de la visibilité. Dessine-moi, je vais te repartager sur mes réseaux, comme si on mangeait ça, comme si on ne devait pas se nourrir et tout ça. Or, quand tu vois tout le travail qu'il faut pour pouvoir être bon en dessin, c'est vraiment du travail. Et en plus de ça, les études dans ces domaines coûtent cher. Bon, bref. Donc, ce qui serait souhaitable, c'est qu'il y ait un changement de mentalité, c'est qu'il y ait une prise de conscience pour que les gens comprennent l'importance des artistes, pour que les gens comprennent que c'est de l'entertainment. On voit déjà avec la musique, les films et tout ça. Au fait, on est dans une société où il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de problèmes. Donc, les gens ont besoin d'évacuer ce stress. Donc, d'où l'importance des artistes, des entertainers, comme on dit dans le monde anglophone. Il y a des gens qui font de la musique, du cinéma, il y a des artistes dans plein de domaines différents. Il y a des idéologies qui sont partagées, il y a des univers qui sont partagés. Donc, ça permet aux gens d'avoir les pieds sur terre, de rêver, d'apprendre de nouvelles choses, parce qu'il n'y a pas seulement l'entertainment. Et pour tout ça, il faudrait qu'il y ait salaire. Chez les anglo-saxons, ces notions sont beaucoup plus comprises parce qu'ils ont une mentalité libérale et ils savent que pour que quelqu'un puisse produire des œuvres de qualité, il faudrait que cette personne ait les moyens. La personne peut être talentueuse, mais si la personne n'a pas les moyens, la personne ne va pas faire quelque chose de ouf. S'il n'y avait pas d'argent à gagner dans le cas d'Akira Toriyama, il n'aurait pas pu pondre une œuvre aussi légendaire, quelque chose qui a marqué toute la planète. Quand tu vas partout, tu dis Sangoku, tu dis Dragon Ball, les gens ils savent de quoi il s'agit. Donc, en gros, s'il y a des artistes que vous aimez bien, s'il y a des artistes que vous suivez et que vous voulez voir évoluer, si vous voulez vraiment les soutenir, il faudrait acheter ce qu'ils proposent. Il faudrait les soutenir financièrement, les likes, les partages, les commentaires pour dire c'est très bien ce que tu fais. C'est bien une minute, mais après, si la personne ne se nourrit pas bien, si la personne a d'autres choses, si la personne voit que ça ne lui rapporte pas grand-chose, bah, la personne ne va pas y passer beaucoup de temps, hein. Et là, vous n'aurez jamais l'occasion de découvrir jusqu'où la personne ira. Vous n'aurez jamais l'occasion de voir des œuvres aussi planétaires que Dragon Ball. Donc, il faudrait cette prise de conscience-là. D'où l'importance d'un marché structuré. Maintenant, nous allons parler de l'innovation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Dragon Ball, avec Akira Toriyama? Comment ça se fait que n'étant pas passionné, c'est-à-dire le gars n'avait pas les références, il n'avait pas les références du manga, sûrement qu'il ne connaissait même pas c'était qui Osamu Tezuka, sûrement qu'il n'avait pas vu les œuvres mythiques du manga de l'époque, telles que les Akira, les Ken le Survivant, ce genre d'œuvres qui ont marqué les débuts des mangas. Le gars n'avait pas ces références-là à la base. Et c'est ça qui a joué en ce qui concerne son innovation. Le gars, il est arrivé dans un domaine qu'il a trouvé intéressant. Il n'était pas passionné, il a trouvé ça intéressant. Et il y a apporté sa touche. Il y a apporté des choses auxquelles les autres ne pensaient pas forcément.
Il a amené des choses d'autres domaines, des références qu'il avait d'autres domaines qu'il a amené dedans. Pour que vous compreniez mieux, je vais revenir sur Dragon Ball. J'avais parlé en temps de Dr. Slump, je m'étais arrêté là-bas. Maintenant, comment est-ce qu'il a fait pour passer de Dr. Slump à Dragon Ball? Avec Dr. Slump, il était arrivé à un moment où ça le faisait chier. C'était trop pour lui. Il devait rendre les choses à une certaine date. Le rythme de parution, c'était trop. Ça lui rapportait l'argent, mais il n'avait plus le temps. Et là, ce n'était pas vraiment le problème qu'il n'ait plus de temps. C'est le fait qu'il fasse quelque chose qui ne l'intéresse plus. Il avait besoin de nouveautés. Il avait besoin de quelque chose d'autre. Il avait besoin de nouveautés dans sa vie. Et vu que c'est un anticonformiste et tout ça, il a discuté avec son éditeur pour lui dire qu'il va arrêter, qu'il en a marre, que ce n'est pas du tout ce pourquoi il a signé. Bon, bref, bon, c'est ce pourquoi il a signé à la base, mais là, ça devient trop, parce que vu que l'œuvre a du succès, il n'était pas censé faire autant de tomes, il n'était pas censé dessiner autant. Donc, vu que ça a du succès, il faut toujours capitaliser dessus. Le marché en veut toujours plus, les consommateurs en veulent plus et il faut toujours en faire. Donc, son auditeur l'a proposé quelque chose. On va lui donner un peu plus de temps. Donc, on allège son rythme de parution pour qu'il puisse réfléchir sur une autre histoire. Donc, c'est ce qu'on l'a proposé. Et Torishima, son éditeur, le connaissant bien, l'a dit, s'il ne trouve pas quelque chose d'autre, il peut arrêter. Ce n'est pas grave. Donc, ils ont négocié de cette façon. Et c'est comme ça qu'est né Dragon Boy. Premièrement, c'était Dragon Boy. C'était une petite histoire qu'il a calquée sur un conte chinois très célèbre où il y avait le personnage mythique de Sun Wukong. C'est un dieu, le dieu singe avec un bâton qui s'allonge et qui se déplace sur un nuage. Donc il a repris ce conte-là. C'est un conte qui est assez connu en Chine, un peu comme le Chaperon rouge en Europe à cette époque-là. Donc c'est la trame historique de base qu'il a utilisée pour Dragon Boy. Et vu que ça a été publié dans le Shonen Jump, il y a un système pour pouvoir noter les différentes œuvres. C'était une histoire courte. Il a vu que les gens étaient intéressés, les gens voulaient une suite. Donc avec son éditeur, ils ont discuté un peu plus, ils ont changé des choses, ils ont amélioré des choses, bon bref. Et ça a fini par donner Dragon Ball. Dragon Ball où le personnage de Sangoku était petit. Au début, c'était un singe qu'il avait dessiné. Mais après, il avait même dessiné en humain, mais il avait des ailes. Bon, bref, ça a fini par donner le personnage de Sangoku petit. Donc de Son Wukong à la base, c'est devenu Sangoku. Et autre chose intéressante qu'il a ajouté dedans, c'est les arts martiaux. Il était passionné par Jackie Chan, les films de Jackie Chan qu'il regardait à l'époque. Et il a décidé d'incorporer cet univers-là avec les arts martiaux. Donc au Japon, ça avait commencé par avoir du succès. C'était intéressant. Il y avait beaucoup d'humour. Et là, c'était quelque chose de nouveau pour lui. Au lieu qu'il fasse toujours Dr. Slump qui le faisait chier à un moment. Donc là, il est sur quelque chose de nouveau. Et il avait beaucoup plus d'entrain à dessiner. Et avec son éditeur, ils avaient signé pour 3 tomes, je pense. Mais vu que les gens en voulaient plus, le marché en demandait toujours plus, toujours plus. Donc ça a continué, ça a continué. Et à un moment, il en avait marre. Il en avait marre et il a décidé d'arrêter. Mais vu qu'il était sous contrat et tout ça, alors la parade qu'il a utilisée, c'est faire grandir son personnage. Bon, moi, c'est moi qui le pense de cette façon-là. Parce que il a décidé à un moment de faire grandir Sangoku. Les éditeurs n'étaient pas d'accord. Ils ont dit, mais les gens sont habitués à voir un personnage. Le faire grandir, ce n'est pas du tout bien. On risque de perdre de l'audience et tout ça. Mais lui, il a dit que soit je fais ça ou soit j'arrête. Donc, ils ont décidé de le laisser faire. Je pense qu'il en avait marre. Peut-être qu'il se disait qu'en faisant grandir le personnage et en faisant des histoires un peu plus différentes, les gens vont se désintéresser, ça n'aura plus du succès et il va pouvoir être libre et ne pas continuer. Mais malheureusement pour lui, bah, ça a commencé par avoir encore plus de succès. Il y a différentes intrigues qu'il a ajoutées.
des choses auxquelles il n'avait pas du tout pensé. Bon, le fait que Sangoku n'est pas un humain, qu'il vient d'une autre planète. Il a ajouté d'autres personnages comme Vegeta et tout ça, Freezer. Le fait aussi qu'il y a la transformation en Super Saiyan. C'est ça même qui a rendu l'œuvre encore plus planétaire. Parce qu'à un moment, on avait adapté ça en animation. Et vu que les animés japonais n'étaient pas très qualitatifs comparés à ce qui se faisait à l'époque, donc ils bradaient ça, ils vendaient ça à des prix vraiment défiant toute concurrence. Ce n'était même pas une seule œuvre qui était vendue, c'était tout un coffret. On te met Chevalier du Zodiaque, Dragon Ball, Ken le Survivant. On mélange plein d'œuvres comme ça, plein d'animations, et puis on vend tout un coffret très moins cher à l'extérieur, à des chaînes de télévision extérieures. Et notamment en France, il y a le Club Dorothée. Ils n'avaient pas assez d'argent pour pouvoir se procurer des licences américaines. C'était ce qui était de meilleure qualité à l'époque. Ils se sont donc rabattus sur les œuvres japonaises. Ils se disaient, bon, on va au moins proposer quelque chose. Et ça finit par donner quelque chose de vraiment phénoménal. Les enfants ont adoré, c'était vraiment quelque chose de ouf. Ça, c'est pour ça que la France était le deuxième marché des mangas après le Japon pendant longtemps. Bon, pendant très longtemps jusqu'à maintenant, où c'est aux États-Unis où il y a le deuxième marché. Si mes références sont bonnes. En bref, ça a eu un succès planétaire. Il a continué donc avec Dragon Ball Z, avec de nouvelles trames narratives, des méchants très emblématiques, Freezer, Cell, Boo. Et en observant bien l'évolution des choses, en voyant tout ce qui était fait par Akira Toriyama, avec mon analyse de maintenant, je me rends compte que c'était une façon pour lui de saboter son œuvre. Avec le tempérament qu'il a, avec ce qu'il faisait, il prenait des risques avec lesquels les éditeurs n'étaient pas du tout d'accord. Mais à chaque fois, ça avait toujours du succès. Les gens demandaient plus. Il voulait arrêter. Il voulait dire stop. Mais ça avait trop de succès. Il y a des milliers de personnes que cette licence engage. Des milliers de personnes qui travaillent sur ça, sur les produits dérivés, sur les mangas en version papier, sur les animations. Donc, c'était pas évident qu'il puisse arrêter parce qu'il y a beaucoup trop de gens dont la vie dépend de cette œuvre-là pour qu'il puisse arrêter. Ça a duré comme ça pendant longtemps, mais à un moment, il en avait marre et il a dit stop. Il a dit stop, j'arrête tout. Je ne peux plus continuer, j'en ai marre. Certes, ça a du succès, mais quand je ne peux plus, je ne peux plus, quoi. En gros, pour résumer tout ça, je dirais à un moment donné, il faut dire stop quand tu vois que ça empiète sur ta vie. Certes, le travail que tu fais est bien. Certes, si tu es passionné par quelque chose, tu le fais, c'est bien. Parce que, en fin de compte, à la base, il n'était pas passionné par ça. Il a fini par être passionné par la situation. Bon, pas forcément par le format. Je pense pas que le format en lui-même, c'était trop son délire. Mais le fait que, oui, ça lui donnait du statut, il avait du succès dedans, c'était plutôt intéressant. Mais il y avait sa vie. Ça empiétait sur sa vie. Il n'avait plus du temps à consacrer à sa famille. Il travaillait tout le temps. Malgré le fait qu'il vivait à la campagne à Nagoya, c'était pas évident pour lui. Bon, on peut dire que c'est ça qui le permettait de s'en sortir parce que j'imagine s'il vivait en milieu très citadin, il n'allait pas pouvoir s'en sortir. Il aurait été encore plus stressé, mais stop quoi. Il devait s'occuper de sa famille, il devait faire d'autres choses. Donc il a dit j'en ai marre, j'arrête. Mais vu que c'est une licence qui a beaucoup de succès, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup trop. Donc les éditeurs ont trouvé des parades, ils ont trouvé d'autres moyens de pouvoir continuer l'œuvre. Avec par exemple Dragon Ball GT, je ne sais même plus qui a fait ça. Bon, je ne sais même pas comment ça a été fait. Ça ne m'intéresse même pas. Je me rappelle, j'avais regardé ça à l'époque, j'ai vraiment pas aimé. Il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais bon, bref, c'est mon avis. Et avec le temps, ça a même repris. Ça continue même jusqu'à présent avec Dragon Ball Super. Ce n'est pas lui qui dessine, hein. C'est un certain Toyotaro. Mais semble-t-il que c'est Akira Toriyama qui supervise. Mais je suis sûr que le gars, il ne fait pas grand-chose, hein. Sûrement qu'il dit, ouais, bon, c'est pas mal ce que tu fais, continue. Connaissant son tempérament, et je le comprends très bien. Je comprends très bien pour quelle raison il agit de la sorte.
Après avoir parlé du calvaire de Toriyama, parce que c'était un calvaire, certes, c'était un calvaire qui lui rapportait des millions, mais c'était vraiment un calvaire. Tout ça, ça me pousse à aborder une nouvelle notion de ce podcast, de cette vidéo, qui est le fait d'aborder la notion de passion. Être passionné, c'est bien. Toutefois, être vivant, c'est mieux. Il y a un film d'animation Disney Pixar que j'ai vu récemment qui est vraiment très intéressant, que je conseille aux gens de regarder, en particulier les artistes. C'est Soul. J'ai vraiment aimé parce que le message qu'ils ont passé dedans est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est quelque chose d'un peu plus réaliste par rapport au monde dans lequel on est, par rapport à l'époque où on est. Bon, bref, bon, ça peut être valable pour toutes les époques quand même. Je ne vais pas trop spoiler, mais le propos de l'œuvre, c'est qu'il y a un artiste, c'est quelqu'un qui ne parle que de ça, de son art, de sa passion. Il est passionné de musique, il parle de musique le matin, midi, soir. Il ne fait que parler de ça, il ne fait que faire de la musique. Pour lui, tout ce qu'il doit faire doit se rapporter à sa musique. Mais sauf que tout autour, il y a la vraie vie, il y a des factures à payer, il y a d'autres choses à faire. Et la personne était tellement à fond sur sa passion qu'elle a oublié le fait de vivre. Donc c'est de ça que je vais parler. Donc je ne vais pas trop spoiler. Vous pouvez aller voir. Le truc, c'est que c'est bien d'être passionné. C'est bien de vouloir évoluer dans un domaine. C'est bien de faire quelque chose qui te touche au fond des tripes. C'est bien de dire que je vais changer le monde, je vais apporter la nouveauté, tout ça. Mais il faut savoir qu'il y a la vraie vie, quoi. Il y a des choses à faire et que chaque instant peut être le dernier. Tu peux mourir à tout moment. Quand tu sors, tu peux te faire renverser ou tu peux tomber malade ou bref, peu importe. Être passionné, c'est bien, mais il faut voyager, il faut faire des activités, il faut travailler dans d'autres domaines, gagner de l'argent, parce que généralement, c'est pas forcément le domaine dans lequel on est passionné qui a assez d'argent. Malheureusement, c'est ça, malheureusement. Donc, il faut savoir faire avec. C'est une notion que j'ai pris du temps à comprendre, mais bon, j'ai fini par bien comprendre ça, me rendre compte que quand tu es passionné de quelque chose, c'est bien, mais si tu ne gagnes pas avec, bah, il faut penser à faire autre chose, hein. Il faut penser à faire autre chose pour gagner de l'argent. On est dans un monde capitaliste quand même, hein. On est dans un monde capitaliste et il faudrait s'en sortir, se nourrir, nourrir sa famille et tout ça. Et on peut s'occuper de sa passion. C'est bien de rêver, tout ça, mais quand tu as assez rêvé, quand tu as donné beaucoup de choses, quand tu as fait tout ce qu'il fallait, et que tu vois que les gens, ils sont là, ils te soutiennent, ils disent, bon, ils disent qu'ils te soutiennent. Mais au fait, le véritable soutien, ce n'est pas vraiment ça. Et bah, tu te rends compte que bah, tu dois faire autre chose, quoi. Donc, bref, c'est ça. Et ce propos est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Il y a notamment les Japonais qui parlent de l'ikigai. L'ikigai représente un peu cette philosophie-là. Si tu veux être quelqu'un d'accompli, il faut faire ce qui te passionne. Il faut faire ce pourquoi on va te payer. Et il faut faire quelque chose qui va servir au monde entier. Bon, si j'ai bien compris, je pense que c'est ça. En résumé, être passionné, c'est bien, mais vivre, c'est beaucoup mieux. Et c'est ce que Akira Toriyama a fait. Il a fait quelque chose dont il est passionné, c'est-à-dire le dessin de façon générale. Il a fait ce pourquoi il est payé, c'est-à-dire le manga. Et il a fait quelque chose qui a apporté au monde entier. Cette œuvre a apporté au monde entier beaucoup plus que le divertissement. Ça a apporté une idéologie. Ça a permis à toute une génération de personnes de se canaliser. Donc il y a beaucoup de bienfaits que ça a apporté quand même, au-delà du divertissement. Pour terminer ce podcast, cette vidéo, nous allons parler de la persévérance et de la passion. La passion, c'est bien. Bon, j'ai identifié qu'il y a deux niveaux en ce qui concerne la passion. Il y a ceux qui sont passionnés en mode consommateur, qui parlent du domaine par lequel ils sont passionnés, ils y parlent à longueur de journée. Ils y font référence tout le temps, ils achètent tout ce qui a rapport avec ça. Ça donne même des cas extrêmes. On parle au Japon des hikikomori,
des gens qui sont reclus de la société. Ils ne voient personne, ils sont enfermés chez eux, ils passent leur temps à regarder des mangas ou à jouer aux jeux vidéo. Mais ça, ce n'est pas seulement au Japon, hein, dans toutes les parties du monde entier, vous allez voir ce genre de cas-là. En particulier avec ce monde qui s'occidentalise de plus en plus, avec les technologies des informations qui sont de plus en plus performantes, avec Internet qui permet aux gens d'avoir à peu près tout ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est le niveau de passion vraiment consommateur. Et quand c'est à l'extrême, ça ne donne vraiment pas quelque chose d'intéressant. Maintenant, il y a le deuxième niveau qui est le créateur, le niveau créateur, j'appelle ça comme ça. Donc, ce sont les passionnés qui pensent à faire quelque chose dans un domaine. Donc, le truc, c'est que ils sont passionnés, oui, mais ils ne vont pas passer tout leur temps à consommer cette passion-là. Ils vont plutôt travailler pour apporter quelque chose de nouveau dans cette passion. Et généralement, quand ils sont vraiment à fond, il y a des références qu'ils ratent, il y a des choses dont ils ne sont pas forcément au courant. Même si quand ils ont du temps libre, ils se rattrapent. Mais quand tu commences vraiment pas à travailler sur ta passion, travailler vraiment pour évoluer dedans de façon professionnelle, là, c'est autre chose. Et ça m'amène à introduire la notion de persévérance et de discipline. Donc, ceux qui sont passionnés au deuxième niveau, c'est-à-dire la création, pour qu'ils puissent s'en sortir et créer des œuvres, apporter de l'innovation dans ce qu'ils font, ils doivent être persévérants et avoir de la discipline. Donc, la discipline et la persévérance donnent vraiment plus de résultats que la passion. Et bien évidemment, pour pouvoir avoir tout ça, il faut avoir un but ultime, il faut avoir une certaine motivation. Pour des gens, c'est l'argent, pour d'autres, c'est le fait de se faire un nom dans leur domaine de prédilection. Quand on prend la musique, par exemple, il y a des noms tels que les Beethoven et tout ça. Des gens qui ils sont morts, ça fait des siècles, on se rappelle d'eux. Quand tu prends le cinéma, c'est pareil. Quand tu prends à peu près tous les domaines, hein, médecine et tout ça, il y a des gens dont on garde toujours le nom. Donc, il y a des gens qui se rappellent de ça. Et ces gens, ils sont concentrés sur ce qu'ils font. S'ils passaient tout leur temps à consommer ce que les autres faisaient, ceux par qui ils s'étaient passionnés à la base, ou s'ils passaient leur temps à chercher les nouveautés dans ce domaine-là, jamais ils n'atteindraient le niveau qu'ils ont atteint. Donc tout ça permet de mieux expliquer, de mieux comprendre le succès d'Akira Toriyama et aussi de mieux comprendre ce qu'on doit faire dans notre vie pour pouvoir nous en sortir, pour pouvoir atteindre nos objectifs. Merci pour votre attention, portez-vous bien et à la prochaine.